on va voir comment la vie des jeunes va réellement changer avec cette petite animation déjà pour débuter peut-être. On va voir ce qu'est être jeune aujourd'hui, avoir 18-24 ans en France. Comment ça se passe? Regardez. Il faut que quand on étudie, on ait le temps et les moyens de le faire et qu'on ne soit pas obligé de faire quelque chose d'autre en même temps. Les jeunes, c'est qui? Des adultes de 18 à 24 ans. En 2016, ils sont 5 162 000 en France. La moitié d'entre eux suit des études ou est en formation. L'autre moitié est dans le monde du travail. Et pour eux, c'est pas facile. 26% sont au chômage. Pour les autres, c'est souvent la précarité et les jobs instables. Dans notre programme, on a un plan pour donner aux jeunes les moyens de leur autonomie. Ce que l'on veut, c'est investir dans la jeunesse. On propose un service citoyen de 9 mois, une allocation d'autonomie pendant 3 ans, des contrats jeunes jusqu'à 5 ans. Au total, ce sont plus de 21 milliards d'euros investis pour la jeunesse. Eh bien, nous allons parler de jeunesse maintenant. C'est notre séquence et nous avons à présent à nos côtés Jean-Louis Bouturel qui est plutôt là pour parler de la condition des étudiants et ce que nous proposons. Des jeunes en formation de manière générale, effectivement. Et qui donc nécessite une attention particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous voudrions faire ? Alors oui, bon, pour commencer, il faut poser le double enjeu qu'on poursuit, qui est un enjeu de qualification d'une part et un enjeu d'émancipation d'autre part en général. Donc la vidéo a bien posé les termes du débat. Dans la classe d'âge des 18-24 ans, il y a un jeune sur deux qui est en formation, toute formation confondue. Alors les chiffres officiels qui sont à prendre avec des pincettes, c'est qu'un jeune sur 10 cumule une formation et un job, un emploi. Le chiffre, il est clairement minoré, puisque par définition, c'est les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas le travail au noir dedans. Et le travail au noir, c'est le premier employeur des étudiants et des jeunes en formation en général. C'est les emplois les plus précaires, c'est les emplois les plus mal payés, et c'est les emplois pour lesquels il n'y a aucune protection sociale, notamment pour les accidents du travail. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que les chiffres officiels montrent qu'il y a peut-être qu'une minorité de jeunes qui travaillent en même temps qu'ils étudient. Ce que tu dis, c'est qu'il y en a probablement beaucoup plus. C'est un phénomène massif. En réalité. D'accord. J'ajoute qu'il n'y a en plus aucune cotisation retraite. Eh bien, dans cette hypothèse, dans aucune. cette hypothèse-là. Donc, une situation qui grève évidemment la qualification de ces jeunes engagés dans des formations qualifiantes. Ça, c'est parfaitement attesté par les chiffres, puisqu'on voit très clairement que la précarité diminue la durée de formation la durée des formations dans laquelle un jeune est engagé. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont obligés de travailler pendant leurs études vont arrêter leurs études plus tôt et donc être moins qualifiés au bout du compte que des jeunes qui n'auraient pas cette difficulté. Voire délibérément choisir, avec tous les guillemets possibles sur choisir, des formations plus courtes. Exemple très clair dans les chiffres, les formations courtes de 2 ans, BTS, DUT, c'est 15% des jeunes en formation, des 18-24 ans, mais c'est 25% des boursiers. Donc aujourd'hui en France, on ne peut pas choisir sa formation librement. Ça veut dire qu'on ne choisit pas sa formation librement. Vous avez, pour le dire très clairement, plus de pauvres dans les cursus courts qu'en licence, plus de pauvres en licence qu'en master. Donc c'est clair, c'est net. On gaspille des talents, on gaspille des compétences et on empêche les jeunes de se former, encore une fois, quel que soit le cursus, dignement, proprement. Bon, et qu'est-ce qu'on propose alors ? Alors on propose une allocation autonomie, puisque les chiffres sont très clairs. Visiblement, les bourses étudiantes actuelles ne suffisent pas. Donc il faut payer plus. Et puis la précarité, elle ne prend pas de vacances, donc les allocations ne doivent pas prendre de vacances non plus. Donc ça veut dire 800 € par mois, 12 mois par an. Même pendant les vacances. Même pendant les vacances. 800 €, par mois. Comment ça se ventile ? Peut-être qu'on va demander à notre expert Louis. Parlons plutôt des contrats jeunes, mais 800 € par mois, 12 mois par an. Donc c'est sous condition de ressources, on ne va pas se mentir, mais d'ores et déjà, on prévoit que tous les jeunes qui sont éligibles à des bourses, y compris les bourses zéro, c'est-à-dire les jeunes qui ne touchent rien, mais qui sont juste exemptés de frais d'inscription sur critères sociaux, tous touchent ces 9 600 € par mois, ventilés en 800 € x 12 mois. Oui, par an. Oui. Par an. Pas encore 9 600 € par mois. Donc répète bien les chiffres. On est à combien ? 800 € par mois,
12 mois par an, ok. 9 600 € par an. D'accord. Et le deuxième objectif, Oui. donc l'objectif d'autonomie, on parlait du logement tout à l'heure, la Fondation Abbé Pierre a montré qu'un tiers des étudiants et des jeunes en formation avaient comme premier souci quotidien le toit au-dessus de leur tête. Le mal logement, c'est un phénomène massif qui se caractérise en premier lieu par ces centaines de milliers de jeunes qui sont contraints de rester chez leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité fixe les gens qui voudraient s'émanciper dans leur milieu social, dans leur milieu géographique, dans leur milieu familial. Là, il y a un enjeu politique au sens strict du terme. Il s'agit d'émanciper des nouveaux citoyens qui ne sont pas libres. Et donc, c'est 800 € par mois. Là encore, on ne va pas se mentir, on est toujours sous le seuil de pauvreté. Mais ça fait système avec d'autres mesures, et notamment avec ce plan logement massif qui permet l'émancipation géographique, et avec les contrats jeunes, par exemple. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du revenu universel, mais on propose une autre solution. Et cette solution-là s'inscrit dans une autre solution globale par rapport au revenu universel. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est exactement ça. Donc d'abord, on choisit de donner une somme plus importante, mais sous conditions de ressources, corrélée à un plan sur plusieurs piliers, le logement, les contrats jeunes, le service citoyen qui est payé à 80% du SMIC, etc. Un plan global. Donc ça fonctionne comme un filet de sécurité. C'est Exactement. encore un peu cette idée de sécurité sociale Un filet intégrale. de sécurité d'une pour les certaine jeunes manière. engagés Pour dans les une jeunes formation engagés. qualifiante. D'accord. Donc tu as parlé à la fin de ton intervention tout à l'heure de contrat jeune. Je me tourne maintenant vers notre invité masqué, Louis, qui va évoquer cette question de contrat jeune. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un énième contrat discriminatoire? Déjà, il faut garder en tête que plus d'un million de jeunes aujourd'hui sont exclus de l'emploi et des études supérieures. Donc déjà, il y a une situation qui est catastrophique aujourd'hui qu'il faut pallier. Certes, la croissance de l'emploi générée par notre programme va résoudre une petite partie du problème, mais il faut quand même penser à des mesures particulières sur les jeunes exclus. Du coup, nous avons considéré qu'il est fondamental de créer un contrat spécifique pour les jeunes d'une durée de 5 ans pour qu'ils puissent vivre pas dans la précarité. Et ce contrat serait subventionné à hauteur de 80% du SMIC. On compte créer 440 000 contrats jeunes supplémentaires par rapport aux contrats aidés qui existent aujourd'hui. Par rapport aux contrats aidés, d'accord. Oui. Donc c'est un dispositif qui complète quelque chose déjà existant. Aujourd'hui, il existe différents types de contrats aidés. Nous, on propose de les remplacer par un nouveau contrat qui est nettement plus sécurisant. Donc au total, on créera 660 000 contrats jeunes. Aujourd'hui, il y en a 220 000 contrats aidés. Donc au total, il y a 440 000 de plus. Et tout ça, il faut que ces emplois jeunes soient vraiment un tremplin vers un emploi durable. Et ceci nécessite de mobiliser plus de 5,5 milliards d'euros. Alors, un tremplin, je veux bien, mais pardon d'être encore une fois un peu trop terre à terre, mais je voudrais des faits. Qu'est-ce que je vais faire dans un service citoyen si tant est que je sois encore dans la tranche d'âge concernée par cette mesure? Le service citoyen, probablement il y a des experts qui pourront expliquer mieux la mesure, mais en tout cas, c'est des mesures d'intérêt général dans le secteur non marchand, mais aussi dans le secteur public, de façon à s'intégrer dans la société. D'accord, bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Vos questions sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pourquoi vouloir faire un service citoyen jeune obligatoire de 9 mois? C'est assez simple. On vient de voir à la fois avec ce qui est mis en place sur la jeunesse, avec ce qui est mis en place dans la lutte contre la pauvreté, qu'en remettant l'humain au centre des politiques qui sont mises en œuvre, l'idée est quand même de refaire société, de refaire peuple. Et à un moment donné, pour refaire peuple, il faut que celui-ci se brasse. On sait bien que les jeunes, les uns avec les autres, dans leur filière de formation, sont, en tout cas jusqu'à 18 ans, peut-être même après trop longtemps, dans leur famille. Il y a un moment donné où cet engagement au service de la société vient marquer le fait qu'on fait partie de ce peuple. D'un certain point de vue, le service citoyen, c'est juste la continuité de la constituante. On refait peuple dans ce pays, on le fait durablement, avec un aller, un retour, des droits et des obligations. La constituante, qui on le rappelle, est une partie majeure, si ce n'est la première, du programme L'Avenir en commun, la convocation d'une assemblée constituante. Quelques mots rapides dessus pour que tout le monde sache. Je pense qu'on en reparlera certainement en conclusion de cette émission, parce qu'il y a évidemment dans toutes les mesures que nous proposons
à un moment donné, l'Assemblée nationale et le Sénat auront à discuter, mais il y aura aussi une constituante. Pourquoi? Parce que les institutions qui sont les nôtres, au même titre que par ailleurs les traités européens, peuvent être des freins à la mise en place de ces politiques et qu'il va bien falloir demander son avis au peuple, le réunir, refaire les institutions, refabriquer la démocratie, remettre l'humain dans les institutions. Et je me retourne à nouveau vers cette social room avec l'ensemble de vos questions qui sont traitées via une social room avec des community managers, des experts. On répond à toutes vos questions sur l'ensemble des réseaux sociaux et on en sélectionne quelques-unes pour y répondre en direct dans cette émission. Ça, c'est une question très intéressante. Hashtag JLM chiffrage. 19 ans, formation professionnelle, impossible d'obtenir un prêt étudiant. Comment je fais? Alors Oui, bon, Jean-Louis. d'abord 18 ans, service civil, rémunéré. Par ailleurs, ensuite, on s'engage très fortement en faveur d'un droit à la formation, d'un droit à la qualification, à tous les âges de la vie, mais ça commence évidemment à 18 ans. Donc déjà, formation professionnelle impossible. Quand on s'engage dans une formation qualifiante, on devient éligible, sous condition de ressources, mais enfin, a priori, le besoin y est là, on devient éligible à l'allocation autonomie, justement, pour s'émanciper, se qualifier. Donc, ce que propose l'Avenir en commun en la matière, c'est cette allocation autonomie, c'est ces 800 € par mois, 12 mois par an. Louis, Il n'y aura plus besoin de demander un prêt à la banque pour faire ses études. Louis va apporter des précisions à cette question. Louis, pour répondre à notre tweetos cet après-midi. Tu peux répéter la question? La question, comment obtenir un prêt étudiant À 19 ans, qui est refusé? J'ai 19 ans et je suis en formation professionnelle. Louis. Louis, non. Pas de Louis. Jean-Luc alors. Jean-Luc, alors. Oui, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le prêt étudiant, c'est pas notre but. On est d'accord. Donc c'est même de la folie. Les prêts étudiants qui ont été consentis aux États-Unis, on voit ce que ça a donné, une énorme bulle, parce que les gens sont ensuite endettés pour toute leur vie. Donc nous, on dit stop aux prêts étudiants. Il faut que les gens aient le moyen, tout simplement, de suivre des études sans avoir besoin de travailler en même temps. Mais est-ce que c'est possible, dès l'accession au pouvoir, de stopper ces prêts étudiants et de mettre l'ensemble des mesures prises en place? Car les études ne s'arrêtent pas, continuent. C'est une des priorités, des choses qu'il faut mettre en avant tout de suite, parce que c'est quelque chose d'extrêmement étendu qu'on va mettre en place. Moi, je propose qu'on commence à proposer l'allocation dès qu'on entre dans la filière de l'enseignement professionnel. Pourquoi? Parce que, comme ce sont les milieux populaires, les gens qui sont là, souvent, des fois jusqu'à 100% d'une classe, se retrouvent le soir ou le dimanche à travailler pour pouvoir se payer les études. Comme la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée que dans l'enseignement secondaire général, on a souvent des pères et mères de famille qui sont à l'école. Bon, ça va quoi. Il faut s'occuper de la famille, il faut suivre les cours et travailler la nuit. Tout ça est excessif, surtout que ce qui est mal étudié est mal appris et ensuite ça donne du travail de moins bonne qualité. Donc la société a intérêt à ce que les gens puissent apprendre dans de bonnes conditions. Dans le secondaire, dès le secondaire pour l'enseignement professionnel, et ensuite quand on arrive après le bac. Je termine en disant une chose, c'est tellement vrai ce que je suis en train de vous dire que souvent, des jeunes gens vont en contrat d'apprentissage uniquement parce que le contrat d'apprentissage prévoit une rétribution qui améliore les revenus de la famille. Et le résultat, c'est que le choc est tellement violent que 25% des contrats d'apprentissage sont rompus dans les 3 premiers mois. Donc tout ça, c'est du gâchis pour la société, rien d'autre. Donc non, le prêt étudiant, ce n'est pas la solution. C'est l'allocation d'autonomie qui est la solution. Louise, pour compléter le propos de Jean-Luc, stop aux prêts étudiants et oui, donc à l'allocation jeunesse. Voilà, c'est le cas paradigmatique de ce qu'on veut arrêter et de ce qu'on veut changer pour que les étudiants puissent vivre dans l'autonomie et qu'ils puissent s'émanciper. C'est l'exemple parfait. Ok. Bien, merci beaucoup Louis.